Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Philippe Duquesnoy et je vous présente le numéro un d'un modèle que je voudrais faire en vidéo qui s'appelle les tutos de Rennes-le-Château. Alors pourquoi les tutos de Rennes-le-Château? Parce que je suis un fidèle des réseaux sociaux. Je m'intéresse beaucoup à ce qui se fait maintenant. Alors moi, il y a longtemps quand même que je travaille sur l'affaire de Rennes-le-Château. J'ai écrit plusieurs livres, j'ai animé des sites web, j'ai des pages Facebook qui sont encore actives. Mais c'est vrai que je suis impressionné par le nombre de jeunes, enfin au moins de nouveaux venus, pas forcément des jeunes, ça peut être des gens qui d'un certain âge, mais qui s'intéressent depuis peu à l'affaire de Rennes-le-Château, qui arrive donc sur les réseaux et qui propose alors soit des vidéos, soit des pages Facebook, avec des interprétations, des études, des théories. C'est super intéressant, c'est vraiment, il y a plein de créativité. En plus, les gens qui font des vidéos, par exemple, ils ont l'avantage de bien manier la technique, puisque bon, ils sont un peu nés avec Internet, donc ils connaissent bien les techniques. Les vidéos sont très sympas, très bien faites. Donc voilà. Donc, mais par contre, il y a quand même il y a les fondamentaux qui sont un peu oubliés. Et donc, certaines personnes font des théories en ne sachant pas exactement comment est arrivée cette histoire. Voilà pourquoi l'idée de faire des tutos, c'est-à-dire je vous dis, des cours, des petits cours, des petits circuits de 20 minutes, 25 minutes, où je vais prendre un élément de l'affaire de Rennes-le-Château à la fois et en parler. Aujourd'hui, je vais vous parler du plus important, je pense, c'est comment expliquer, c'est les deux univers qui existent à Rennes-le-Château. En fait, à Rennes-le-Château, il y a deux affaires. On dit qu'il y a deux puzzles qui sont mélangés dans la même boîte. C'est pour ça que c'est une affaire compliquée. Alors, ces deux puzzles, il y en a un, c'est l'histoire de la Bessonnière, donc c'est le trésor de la Bessonnière qui a trouvé un trésor. Et le deuxième puzzle, c'est le mystère de Rennes-le-Château. D'un côté, vous avez le trésor de la Bessonnière, de l'autre côté, le mystère de Rennes-le-Château. Et ce sont deux affaires totalement différentes, qui ne font pas appel à la même histoire, qui ne font pas appel au même récit, qui ne font pas appel. L'affaire de Rennes-le-Château est totalement différente. Le mystère de Rennes-le-Château est totalement différent de l'affaire de la Bessonnière, qui lui est une affaire d'un homme qui a trouvé un trésor. Je crois qu'on va pas, on en parlera un peu là, mais c'est pas le plus important. C'est évident qu'il a trouvé un trésor. Il a fait des choses. On connaît bien sa vie maintenant, mais c'est quelque chose entre guillemets de naturel, de normal. Par contre, le mystère de Rennes-le-Château, ça nous entraîne mais ailleurs, ça nous entraîne dans une autre dimension. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas prendre des éléments qui appartiennent à l'affaire de la Bessonnière, au trésor de la Bessonnière, et de les introduire dans celle du mystère de Rennes-le-Château. C'est pour ça que je voudrais, au cours de ce premier tuto, expliquer un peu comment les deux affaires s'imbriquent. D'abord, la première affaire, l'affaire de la Bessonnière, comment elle s'est installée, et la période mitoyenne entre les deux, entre l'affaire de la Bessonnière et le mystère, c'est une période très intéressante dans les années 50, 50-60. C'est là qu'à ce moment-là se sont mélangées les deux affaires et c'est là qu'est né d'une affaire banale un mystère extraordinaire qui, depuis 60 ans, attire les foules, qui est dans le monde entier. Tout le monde en parle. Il y a eu des livres, des centaines de livres, des centaines de sites web. Enfin voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de capital, de bien maîtriser la différence entre ces deux univers. Alors d'abord, on va écouter un petit générique, et puis le générique c'est 20 secondes, et après on attaque. Donc voilà, générique court, 20 secondes, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet maintenant. Donc voilà, les tutos de Rennes-le-Château, on va enfin comprendre. Alors je vous disais, il y a deux univers à Rennes-le-Château. Il y a l'affaire de la Bessonnière. Alors je dis voilà les deux puzzles qui sont voilà, ils font essayer d'expliquer comment s'est déroulée cette affaire, comment elle est née, comment elle a évolué. Mais il est évident qu'il faut prendre des éléments de chacun des bonnes boîtes pour faire le puzzle qui correspondent à l'affaire qu'on a choisi de traiter. Voilà. Et la Bessonnière contre bien sûr Plantard,
qui va être identifié comme étant, j'allais dire, la personne qui est le plus intervenu au départ dans le mystère de Rennes-le-Château. C'est lui, hein, le Deus ex machina de tout ce montage qui permet qu'on rêve. Hein, c'est à cause de lui qu'on rêve tous. Hein, ces deux hommes, Saunière et Plantard, tout oppose. Alors ils se sont pas connus. Je crois que Pierre Plantard avait une sympathie pour la Bessonnière, hein, qui lui a bien servi. C'est grâce à la Bessonnière qu'il a pu développer ses thèses. Mais voilà. Mais il faut. Alors, ça, évidemment, c'est une image. Hein, c'est pour un peu mettre en avant, mettre en entrée en matière ce tuto. Mais bon, il n'y a rien qui les oppose. Hein. Pierre Plantard a utilisé l'affaire de la Bessonnière pour asseoir le récit qu'il voulait raconter. Alors, la Bessonnière, voilà, hein, tout le monde le connaît. Je ne vais pas vous faire l'injure de raconter son histoire dans les détails. La Bessonnière arrive au 19e siècle à Rennes-le-Château. Comment dirais-je, le village est pauvre, l'église est dans un état déplorable, le presbytère aussi. On connaît tous, il s'installe, il rencontre une famille, les Desnarnaud. Ça lui permet de s'installer au départ. Il commence à améliorer un peu son église, il améliore les choses comme il peut. Et brusquement, alors il va commencer à faire des travaux et dans son église et dans sa maison. Il va construire une villa, hein, la villa Béthanie. Donc on imagine qu'il a trouvé un trésor. Il a donc, je vous dis, il a déjà arrangé son église. Alors hein, on connaît tous la décoration de l'église, la statuaire, le chemin de croix, l'autel, le rond de bosse, tout ce qu'il a fait dans l'église et surtout tout ce qu'il a fait, j'allais dire, autour de l'église, hein, puisque là on voit le domaine avec la tour Magdala et dans le fond on voit la villa Betania. Il est évident, c'est pas un trafic de messes et c'est pas avec quelques dons de vieilles royalistes qu'il peut construire tout ça et surtout le niveau de vie, le rythme de vie qu'il a eu pendant une bonne vingtaine d'années ne lui permettait pas ni avec le trafic de messes ni avec son salaire de financer tout ça. Donc la Bessonnière a sans doute trouvé un trésor. Bon, tous les gens qui ont vraiment réfléchi, qui ont vraiment travaillé sur cette affaire de la Bessonnière sont d'accord, hein, il a trouvé un trésor. Ils savent à peu près où il a trouvé, ils savent à peu près comment ça s'est passé. Par contre, ils sont certains que la Bessonnière n'a pas laissé de traces. Hein, il n'a pas laissé de code, il n'a pas laissé de parchemin, il n'a pas codé son église. La Bessonnière a trouvé un trésor, il a dépensé. Il a sans doute pendant un moment eu des difficultés pour atteindre le trésor, hein, où il était, suite à des éboulements. Voilà, hein, on sait à peu près tout. La seule chose qui reste encore vraiment, vraiment discutée, et je pas d'ailleurs, personnellement, j'ai pas d'avis particulier, c'est l'origine du trésor. Hein, alors évidemment, il y a les grandes idées, le trésor des Visigoths, le trésor des Templiers, le trésor des Cathares. Bon, je crois que c'est quelque chose de plus terre à terre, sans doute un trésor révolutionnaire, enfin révolutionnaire, un trésor d'aristocrates qui ont fui la France au moment de la Révolution française et qui ont caché donc leurs biens à Rennes-le-Château et qui ont eu le malheur de ne pas revenir pour plusieurs raisons, soit parce que la Révolution était trop longue, soit parce qu'ils sont morts en chemin. Donc voilà, donc ça, c'est, hein, oui, c'est vraiment l'affaire de la Bessonnière. Je vous dis, je vais pas vous faire, on va pas rentrer dans les détails. Et cette affaire, elle va rester totalement inconnue. Hein. On a deux, entre 1956, c'est la date de cette photo, enfin 1955 même, la date de cette photo, et la mort de la Bessonnière en 1917, on n'a que deux références, hein, un livre et un journal belge qui parle de la Bessonnière. Alors il y en a un qui dit qu'il a trouvé un trésor et l'autre qu'il a eu une vie un peu dissolue. Mais bon, on ne parle pas, hein, du trésor de la Bessonnière, dans la presse au moins, bien sûr on en parle chez les gens. Il y a des chercheurs de trésors, hein, qui vont à Rennes-le-Château. Hein, après la guerre, il y a pas mal de gens qui vont à Rennes-le-Château, qui font des trous, mais ils ne sont pas à la recherche ni de parchemin, ni de rien du tout. Ils font des trous en disant, tiens, c'est sans doute là que l'abbé a trouvé son trésor. Jusqu'en 1956, où la personne qui est à gauche sur la photo, qui s'appelle Noël Corbu, Noël Corbu a racheté donc par l'intermédiaire d'un viager, il a racheté le domaine. Hein, il a racheté la Villa Béthanie, il en a fait un hôtel-restaurant. Et c'est vrai qu'ouvrir un hôtel-restaurant à Rennes-le-Château,
dans les années 50, c'est quand même une sinécure. Hein. Si tu penses qu'il n'y a que les gens de Rennes-le-Château qui viennent manger, et de temps en temps un mariage des gens de Couisa ou de Rennes-les-Bains, tu as de la difficulté à travailler. Noël Corbu, qui est un industriel, qui est un homme qui a de l'imagination, il a écrit des livres, il va avoir l'idée de raconter l'histoire de la Bessonnière dans son restaurant et de faire de la publicité autour de ça. Alors il écrit un texte, qui raconte l'histoire de la Bessonnière. Alors c'est pas l'histoire qu'on connaît maintenant, mais c'est déjà une histoire qui est un peu romancée. Hein, il va faire des sous-entendus avec Marie Desnarnaud. Il va parler de tous les trésors qu'on trouvait dans la région, enfin les légendes, les trésors légendaires qu'on avait dans la région. Donc trésor des Visigoths. Il va parler de Rédé, Rennes-le-Château, l'ancienne capitale des Visigoths. Donc il va parler de pas mal de choses. Au début, c'est pas très dangereux, mais ça fait venir les gens. Et il a l'idée d'organiser un repas de presse. Alors là, on le voit avec Albert Salamon, hein, qui est à droite, qui va faire, lui, c'est lui d'ailleurs, hein, qui va lancer toute l'affaire de Rennes-le-Château, même s'il y a d'autres journaux invités à ce repas de presse et qui vont également faire des articles. Hein. On a d'autres articles qui datent du début 1956, mais c'est ce fameux, l'article que tout le monde connaît, hein, voilà, fabuleuse découverte du curé au milliard, qui va lancer l'affaire de Rennes-le-Château, mais surtout qui va clore l'histoire de la Bessonnière. Voilà, la Bessonnière, l'affaire de la Bessonnière, elle s'arrête quand cet article paraît. Vous voyez, là, on met à jour le trésor de Blanche de Castille, Noël Corbu, pour intéresser les journalistes qui eux-mêmes vont écrire des articles et qui eux-mêmes vont faire venir les clients dans son restaurant. Bon, il est obligé de broder un peu. Hein, s'il dit, bon, on ne sait pas d'où il a trouvé son trésor, personne ne viendra. Donc, il raconte l'histoire de Blanche de Castille. Il a trouvé des parchemins et il brode une histoire qui est assez extraordinaire, qui va écrire dans un texte, hein, alors qu'il n'a jamais été publié, mais qui s'appelle La puissance et la mort. C'est un texte d'une vingtaine de pages qui raconte donc l'histoire du trésor de la Bessonnière. Mais déjà, on va trouver dans ce texte, on va trouver des éléments qui ne font plus partie de l'affaire de la Bessonnière. Ça n'en fait absolument plus partie. Euh, il a gardé les personnages, il a gardé la Bessonnière, bien sûr, Marie Desnarnaud, il a gardé les artisans, il a raconté comment l'abbé avait construit, il a parlé des problèmes de l'abbé qu'il avait eu avec sa hiérarchie, parce qu'on soupçonnait de trafic de messe. Donc, il parle de ça dans son texte, mais il parle aussi d'autres choses. Il parle de Blanche de Castille qui vient à Rennes-le-Château, qui descend dans le cimetière, par une tombe qui se trouve dans le cimetière de Rennes-le-Château. Quand elle remonte, elle a vieilli de 10 ans. Enfin bref, c'est toute une histoire qui n'est absolument pas croyable, mais qui intéresse les gens et qui va intéresser quelques journalistes. Alors là, c'est un journal local, hein, chez La Dépêche, hein, dont je vous ai mis la première page, mais il y a beaucoup de journaux. Alors là j'ai marqué parce que c'est Le Bon Coin qui vendait il n'y a pas longtemps, qui vendait sur une collection de journaux qui parlaient de l'affaire de Rennes-le-Château. Je trouvais que c'était rigolo. C'était pas donné d'ailleurs, hein, le prix de l'enfant, c'était pas donné. Et voilà, il y a eu énormément d'articles qui sont sortis donc au début 56 et qui ont lancé l'affaire de Rennes-le-Château. Alors c'était des articles qui racontaient toujours la même chose. Hein. Le curé arrive, il n'a pas d'argent, ben, il fait l'église, il fait la Villa Béthanie, il fait le domaine. Donc sans doute il a trouvé un trésor et on donne différentes origines au trésor. Il y a un journaliste qui s'appelle Jean Basal, qui est un grand journaliste de l'époque, qui lui était en train de faire un article important sur les Cathares et qui entend parler de cette affaire à Rennes-le-Château, donc il se déplace à Rennes-le-Château et il fait un article et lui pense que la Bessonnière a trouvé le trésor des Cathares. Voilà. Il y en a d'autres, hein. Robert Charroux s'intéresse également à l'affaire, donc Charroux fait également des papiers, et Charroux, il racontera toujours ce que dit Noël Corbu. C'est-à-dire, il recopie un peu les dires de Noël Corbu, Robert Charroux. Robert Charroux écrira même un livre. Hein. Alors, le livre, c'est Les trésors du monde, donc il parle de beaucoup de trésors, 256, si j'ai bonne mémoire. Et le trésor de la Bessonnière, eh ben, il fait partie de ces trésors. Et c'est dans son livre, hein, c'est dans le livre de Robert Charroux. Après, il y a les Ribières aussi, qui sont des journalistes importants de l'époque, hein, qui font des articles. Et alors, tous ces journalistes reprennent toujours l'histoire qu'on leur a donnée, hein, de Noël Corbu, qui a fait un dossier de presse. Ils ont ce dossier de presse et ils vont aller chercher des informations à droite et à gauche, au village.
ils vont interroger des gens, et chaque fois, il y aura une anecdote qui sera montée en épingle. On dira, oui, l'abbé, il fréquentait il y avait de temps en temps une cantatrice qui venait. Alors, sans doute une cantatrice, hein, on sait à peu près qui aussi, cette dame, une cantatrice qui venait à la Villa Béthanie pour simplement agrémenter des repas. Et Robert Charroux va dire que c'est Emma Calvé, qui est la plus grande cantatrice française de l'époque, qui venait à Rennes-le-Château rencontrer l'abbé. Voilà, on rajoute à chaque fois des détails, mais c'est toujours un peu pour agrémenter des récits qui restent relativement classiques. Hein, ce sont l'abbé a trouvé un trésor, on ne sait pas quel trésor c'est, on ne sait pas comment il est arrivé, mais c'est toujours classique. Alors on rajoute toujours un peu de trucs. Donc soit des parchemins, il y a un code. Et c'est Noël Corbu dans son texte La puissance et la mort qui sera le plus, j'allais dire, le plus imaginatif et qui va nous raconter une histoire avec Blanche de Castille et, qui descend donc et qui lève une tombe. Il y a un souterrain, elle descend dans le souterrain pour cacher le trésor. Elle extermine les soldats qui ont descendu le trésor. Et quand elle remonte, elle a vieilli de 10 ans, elle referme la tombe, elle s'en va. Et c'est Marie Desnarnaud qui, en se promenant dans le cimetière, elle voit un code, elle arrive à lire un code sur une tombe. Et c'est à partir de ce moment-là que Béranger et Marie retrouvent le trésor. Donc voilà, mais c'est toujours, j'allais dire, ce sont des histoires de trésors qu'on raconte un peu dans toutes les régions de France. Euh, donc il n'y a rien de bien particulier, il n'y a pas de quoi en faire un récit mondial, en faire une histoire dont on va en parler pendant 60 ans dans le monde entier. C'est une histoire qui reste, j'allais dire, banale. Voilà, c'est Marie Lenarnaud et Béranger Saunière, donc c'est ce qu'on appelle toute cette partie-là, la belle histoire. Hein, c'est la belle histoire, c'est l'histoire de la Bessonnière. Voilà, c'est une histoire humaine et qui s'arrête, j'allais dire, 56. Voilà, c'est la fin de la belle histoire. Va commencer maintenant le mystère de Rennes-le-Château. Alors, je vous ai dit, entre 56 et 60, il y a beaucoup de journalistes qui vont écrire des textes. Évidemment, il y a des chercheurs qui vont lire ces textes, qui vont lire le journal et qui vont venir chercher le trésor, puisque selon toute vraisemblance, il en reste encore. Et donc, il y aura certaines personnes qui vont écrire eux aussi des textes, à Jean Pelé, par exemple, qui va écrire, pas Jean Pelé, pardon, Jean Pelé, c'est beaucoup plus tard. Donc il y a un rapport, Monsieur Chollet, je confonds les deux, Monsieur Chollet qui va écrire un rapport, le rapport Chollet. Il y a donc Corbu, Noël Corbu, qui va lui écrire des textes également. Ce sont toujours des textes commerciaux pour Noël Corbu, c'est des textes qu'il donnait à ses clients pour agrémenter leur séjour. Voilà, donc il va avoir un corpus qui va se créer sur l'histoire de la Bessonnière. Voilà. Et donc, alors on ne sait pas exactement quand ça va se passer, vont arriver à Rennes-le-Château deux personnages. Alors à gauche, c'est Gérard de Sède. La personne qu'on voit, on voit juste l'épaule, là, c'est Jean-Pierre Monteil, qui est un copain, c'est pour ça que je le mets, je lui fais un clin d'œil, et qui était l'éditeur de Gérard de Sède. Jean-Pierre Monteil vit encore, et il fait des conférences d'ailleurs régulièrement à Rennes-les-Bains ou à Rennes-le-Château. Et à droite, vous reconnaissez, c'est Pierre Plantard. Ces deux personnages vont arriver à Rennes-le-Château. On ne sait pas exactement qui est, selon, encore une fois, toute vraisemblance, c'est Pierre Plantard qui est arrivé le premier. De toute manière, l'histoire qui va être racontée dans le livre L'Or de Rennes, c'est Pierre Plantard qui donne le dossier, il n'y a aucun souci. Mais par contre, le metteur en scène, le metteur en ondes, celui qui a du talent, celui qui arrive à nous passionner, c'est Gérard de Sède. Gérard de Sède, qui est un écrivain extraordinaire. Donc ces deux personnes vont prendre tout le corpus de l'affaire de la Bessonnière et ils vont écrire L'Or de Rennes. Alors, j'ai mis celui-là, L'Or de Rennes, signé Rose-Croix, c'est une réédition. Il y a eu beaucoup d'éditions. Je me mets celle-là parce que je l'ai dans ma bibliothèque et je l'ai trouvé tout de suite. Donc voilà, mais il y a eu beaucoup d'éditions. Le principal, c'est L'Or de Rennes, mais surtout le petit livre rouge, qui a été fait dans l'aventure mystérieuse et que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà lu et relu. Si vous écoutez ce tuto, vous avez sans doute lu, enfin vous avez obligatoirement lu ce livre. Donc voilà, ils vont écrire ce livre, et encore, donc on va raconter l'histoire de la Bessonnière, mais tous les faits qui ont été, j'allais dire, dont on sait que la Bessonnière les a accomplis. Par exemple, on sait par une délibération du conseil municipal qu'à un moment, il a réorganisé le cimetière.
Donc les gens se sont plaints qu'ils bougeaient leur tombe. Hein, ils allaient le lendemain, ils trouvaient leur tombe qui était à droite. Donc on ne sait pas pourquoi il a réorganisé le cimetière, c'est simplement pour des raisons pratiques. Mais pour Gérard de Sède et pour Pierre Plantard, c'est pour nettoyer, limer une tombe, hein, l'épitaphe de la tombe, parce qu'il y avait un code. Donc il y avait un code qui était caché là, c'est le fameux code de l'abbé Bigoud et peut-être de Blanche de Castille, toujours est-il. Donc voilà, tout ce que fait l'abbé Saunière, c'est complètement surinterprété par Gérard de Sède et Pierre Plantard. Quand c'est Noël Corbu le premier qui dit que l'abbé Saunière va à Paris, là, Gérard de Sède reprend l'abbé Saunière, il va à Paris, mais il revient avec des tableaux, il va voir des latinistes, il rencontre Debussy, il rentre dans les milieux ésotériques de la capitale. Enfin bref, tout est surinterprété. On ne sait même pas si l'abbé Saunière est allé à Paris. Hein. On ne sait même pas, on n'a pas la certitude. Bon, il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas à Paris. Il voyageait beaucoup, il avait de l'argent. C'était pas trop difficile d'aller à Paris à cette époque-là. Il y avait le train qui allait jusqu'à Limoux et Carcassonne et il arrivait à Paris rapidement parce qu'il y avait un de ses voisins qui était donc Monsieur Cross. On en parlera un autre jour dans un autre tuto. Mais Henri de Montfred, par exemple, et le père d'Henri de Montfred habitait juste à côté de Rennes-le-Château et il prenait le train sans arrêt pour aller à Paris à la même époque. Hein. Ils sont contemporains. Ils allaient à Paris régulièrement, donc l'abbé Saunière aurait très bien pu aller à Paris, mais c'est sûr qu'il n'est pas allé à Paris pour acheter les bergers d'Arcadie et puis un tableau de Ténier. Hein, mais c'est toujours surinterprété donc par Gérard de Sède et par Pierre Plantard. Alors ces deux acolytes, Plantard et de Sède, avaient déjà commis un livre, Les Templiers sont parmi nous, quelques années avant. Donc c'est l'histoire de Gisors, hein. C'est l'énigme de Gisors, qui est un peu bâti sur le même canevas hein, que lors de Rennes, que l'affaire de Rennes-le-Château, puisque Les Templiers sont parmi nous, ça raconte l'histoire d'un gardien de château, hein, Roger Lemoy, qui était gardien du château de Gisors, qui a fait des trous, qui a fait des tunnels, des souterrains à la recherche d'une hypothétique chapelle. Hein, enfin, lui disait qu'il l'avait vue, il avait fait un trou, il l'avait trouvé, mais il n'arrivait plus à retrouver après. Mais il y avait une chapelle qui contenait des trésors. Voilà. Donc c'est une histoire également humaine qui avait été racontée par des journalistes également, hein, par des grands journalistes, par Michel Moine, par Pierre Geoffroy. On avait raconté l'histoire de Roger Lemoy et Pierre Plantard et Gérard de Sède, on avait surinterprété encore une fois tous les éléments, toutes les phases pour en faire Les Templiers sont parmi nous en prétendant que le château de Gisors avait accueilli une lignée secrète de grands maîtres hein, qui continue à perdurer donc en 1960. Et c'est la même chose qu'ils vont faire à Rennes en racontant l'histoire de l'abbé Saunière et ensuite, en s'appuyant là-dessus, de raconter une histoire de trésor, une histoire mythique, c'est-à-dire le trésor n'étant plus des espèces sonnantes et trébuchantes, mais étant une lignée divine et royale surtout, hein, dont la source était donc à Rennes-le-Château. Bon, ça c'est le livre L'Or de Rennes, je ne vais pas le raconter non plus ici, mais c'est un peu ce que ça dit. Hein, ça dit que l'abbé Saunière a découvert des documents qui permettaient de croire que la ligne mérovingienne avait perduré à partir de Rennes-le-Château et que l'abbé Saunière avait découvert le secret de cette lignée et royale et qu'on saura après en plus divine. Mais c'est une autre histoire. Alors, Gérard de Sède et Plantard se sont appuyés pour raconter leur histoire sur l'histoire et le patrimoine du village, c'est-à-dire, bon, ils se sont servis de l'église, ils sont servis de la tour Magdala, ils sont servis voilà, des tombes du cimetière, de tout ce qu'il y avait, ils l'ont pris, hein, ils ont dit voilà, ça sont des éléments. Des apocryphes, alors c'est quoi les apocryphes? Ce sont des textes que Pierre Plantard a écrits et qu'il a déposés à la Bibliothèque nationale. Alors ces textes sont généralement des tableaux généalogiques hein, qui essaient de prouver que la dynastie mérovingienne continue à perdurer, elle existe encore, il y a encore un roi hein, mérovingien qui serait caché en France, et d'autres, avec des textes qui racontent l'histoire de cette lignée, hein, depuis, donc ça date d'Agobert II, donc depuis les Mérovingiens. Donc c'est les apocryphes. Les textes fondateurs, alors ces textes fondateurs, c'est bien sûr La puissance et la mort qui a été écrit par Corbu, c'est le rapport Chollet un peu, c'est le rapport Cros. Alors le rapport Cros, bon, on en parlera, on fera un numéro spécial
hein, c'est un élément très très important de l'affaire de Rennes-le-Château, qui fait partie de l'histoire de la Bessonnière, c'est-à-dire qui est entre l'histoire, entre la Bessonnière et le mystère de Rennes-le-Château, qui est entre les deux. Donc ces textes fondateurs, c'est très important, c'est là-dessus qu'on va écrire le livre. Et ensuite, des articles de journaux, il y a une tripotée d'articles de journaux. Alors là, j'ai mis le premier article, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est l'article qui a servi à lancer l'affaire de Gisors. Pourquoi j'ai mis celui-là? Parce que je vous dis, les affaires ont été montées de la même manière, que ça soit à Gisors ou à Rennes-le-Château. Attention, quand je dis monter, je ne veux pas dire que c'est des canulars, hein. L'affaire de Gisors, ce n'est pas un canular. L'affaire de Rennes-le-Château, ce n'est pas un canular. Hein, mais il y a un montage quand même, hein, il y a un montage, et c'est ce que les chercheurs doivent d'abord découvrir, doivent d'abord dire voilà comment ça a été monté, et ils veulent le savoir en connaissant bien les éléments, d'où ça vient. Voilà. Et donc cet article que je mets, qui est un article de Gérard de Sède, hein, qui est paru donc en 50, je ne sais plus exactement la date, en 62 je crois. Donc cet article qui est titré, donc on le voit mal, hein, mais qui est titré J'ai découvert le trésor des Templiers, qui aurait été trouvé donc par Roger Lemoy. C'est le premier article, c'est le premier texte qui va lancer cette épopée extraordinaire qui va suivra après cet article le livre Les Templiers sont parmi nous. Ensuite, lors de Rennes. Ensuite, bon, c'est le troisième livre, bon, qui a eu un peu moins de succès, qui est plus compliqué, qui est moins intéressant d'ailleurs, La race fabuleuse. Mais donc, ces livres-là qui auront déjà un impact, surtout les Templiers sont parmi nous. Hein. Templiers sont parmi nous, ça fait un tabac. On aura d'ailleurs un tuto spécial sur les Templiers sont parmi nous. Ça fait un tabac extraordinaire. Il faut dire qu'il y avait la franc-maçonnerie derrière ça. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils ont bénéficié d'un lancement tapageur extraordinaire et absolument pas normal pour un livre aussi ésotérique, hein, mais ça a quand même existé. Mais c'est ce premier article qui fait que 60 ans après, donc 60 ans après cet article, on parle encore dans le monde entier des affaires de Rennes-le-Château, des Templiers. Les Templiers, dans les années 50, c'était simplement, discuté par des sociétés savantes, par des historiens. Maurice Druon en avait parlé un tout petit peu d'ailleurs hein, dans Les Rois maudits. Et c'est ces deux personnes, Gérard de Sède et Pierre Plantard, qui ont démocratisé, qui ont popularisé les Templiers et les ont fait rentrer dans la pop culture. Maintenant, tout le monde parle des Templiers. Il y a des centaines de pages Facebook qui parlent des Templiers. Il y a des Templiers nouveaux, des Templistes, des Templaristes. Enfin bref, c'est extraordinaire tout ce qui est né depuis cet article et la suite de cet article. C'est absolument extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de cas dans la pop culture. Il y a peut-être les Beatles, il y a peut-être Michael Jackson qui derrière font autant de comment dirais-je, autant de suiveurs, autant d'aficionados et surtout autant de productions. Même si après Michael Jackson, il n'y a pas eu forcément beaucoup de productions qui étaient identiques à lui ou qui étaient directement issues de son art, alors que de cet article sont nés des centaines de livres, des films, des articles de journaux, des sites web, et puis en plus des activités humaines. Ah, voilà. Donc c'est là-dessus, sur des choses qui sont directement issues de l'affaire de la Bessonnière, que ces gens-là vont bâtir le mystère de Rennes-le-Château. Et l'intérêt pour les chercheurs, c'est de savoir si ça fait partie de l'affaire de Rennes-le-Château ou si ça fait partie de l'affaire du curé Saunière. Parce que si ça fait partie de l'affaire du curé Saunière, ça ne peut pas résoudre, ça ne peut pas s'imbriquer dans un problème qui a été écrit et qui a été imaginé par Pierre Plantard et par Gérard de Sède. Donc voilà, et c'est pour ça que je dis qu'il faut, voilà, ça par exemple, bon, c'est l'Église, hein, je veux dire, parce que Marie-Madeleine, évidemment, hein, elle découle directement du mystère de Rennes-le-Château. Alors, l'église s'appelle Marie-Madeleine, bien évidemment. Il y a Marie-Madeleine sous l'autel. Tout le monde connaît hein, le bas-relief. Mais par contre, avant qu'arrive Gérard de Sède et Pierre Plantard, personne ne parle de Marie-Madeleine. Personne ne parle de Marie-Madeleine à Rennes-le-Château. La Bessonnière, hormis arriver et se trouver dans une église Marie-Madeleine, qui n'est pas de son fait d'ailleurs, hein, il n'a jamais rien fait de particulier pour Marie-Madeleine. C'est l'affaire du mystère de Rennes-le-Château qui va sortir Marie-Madeleine, pas de l'oubli, mais qui va la mettre en valeur à Rennes-le-Château.
On parle même de Nostradamus. C'est un apport de Pierre Plantard et de Gérard de Sède. Évidemment que la Bessonnière ne devait même pas connaître Nostradamus. Mais Nostradamus fait partie de l'affaire du mystère de Rennes-le-Château. Pourquoi il en fait partie? Alors d'abord parce que il a, et mon ami Richard Audaran m'en voudra pas, même si je dis que je remets en doute ça, mais soi-disant, la famille de Nostradamus avait une maison à Allais-les-Bains. Bon, Allais-les-Bains, c'est juste à côté de Rennes-le-Château, hein. Allais-les-Bains, donc il y a une maison qui est présentée comme étant la maison de Nostradamus. Alors moi, je ne pense pas que ça soit une maison où Nostradamus est allé, je ne pense même pas qu'il soit arrivé à Allais-les-Bains. Par contre, il est évident que la famille de Nostradamus, surtout la famille maternelle, était originaire hein, de la région de Carcassonne, que Michel de Notre-Dame est venu à Carcassonne. Il a soigné d'ailleurs l'évêque Amédée de Foix, qui était l'évêque de Carcassonne à l'époque. Donc il est venu dans la région. Sa famille est originaire de la région, mais rien ne dit qu'il avait une maison à Allais-les-Bains. Donc voilà. Mais dans les centuries de Nostradamus, hein, c'est le livre principal de Nostradamus, on parle plusieurs fois d'Urasès. Et on parle souvent de trésors. Alors vous imaginez bien, et en plus Plantard était un astrologue qui était passionné par Nostradamus. Donc ces quatre faits, Plantard qui est passionné par Nostradamus, Nostradamus avait une maison dans le coin, il parle d'Urasès dans ses textes, hein, dans ses centuries, et il parle souvent de trésors, on parle de Rennes-le-Château, et Nostradamus fait partie de Rennes-le-Château. D'autant qu'il y a aussi chez Nostradamus l'idée, souvent reprise, du roi perdu. Et bien sûr, ce roi perdu, c'est le roi mérovingien qui a dû se cacher à Rennes-le-Château parce qu'il était pourchassé par les Carolingiens, et c'est ce roi perdu dont parle Nostradamus. Mais ça, il est évident que ça fait partie du mystère de Rennes-le-Château, absolument pas de l'affaire de la Bessonnière. Alors, je ne dis pas que Nostradamus doit être éjecté du mystère de Rennes-le-Château, mais il faut savoir que ça ne fait pas partie de la même affaire. Il faut le savoir, il faut faire la part des choses. Là, c'est la fameuse grande liste des grands maîtres du prieuré de Sion. Donc, c'est ce fameux prieuré qui serait, on va dire, les grands maîtres secrets de l'ordre du Temple, qui aurait également perduré, hein, qui aurait existé. Le dernier là sur la liste, c'est Jean Cocteau. Alors, depuis, il y en a eu d'autres, parce que là, le texte, il date des années 60. Moi, je vous ai mis le premier, hein, qui fait partie des dossiers Lobino. Voilà, ça aussi, la Bessonnière n'a rien à voir avec ça. C'est une histoire qui a été rapportée, encore une fois, je ne mets pas en cause les gens qui croient qu'il y a une lignée mérovingienne qui existe encore en France, mais ça ne fait pas partie de l'affaire de la Bessonnière. Il faut bien en être conscient. Voilà, alors là aussi, bon, le trésor des Visigoths, je vous ai mis parce que là, c'est comment dirais-je, ces quatre titres de journaux, ça raconte l'histoire de mon ami Franck Dafos, hein, qui a une dizaine d'années avait fait, enfin, la télévision était venue à Rennes-le-Château, le TF1 avait été chez lui, c'était extraordinaire. Il y avait eu une aventure sur la piste du trésor des Visigoths. Alors encore une fois, c'est la presse hein, qui disait que c'était les trésors des Visigoths. C'est pas forcément ce que disaient les chercheurs. Mais il y avait eu à cette époque-là, j'allais dire, énormément. C'était en même temps en plus de la fameuse fin du monde au Bugarak. Donc il y a eu une conjonction de pas mal de choses. Alors, j'ai voulu les mettre parce que bon, pour dire qu'il y a eu énormément de presse sur l'affaire de Rennes-le-Château, et je vous ai montré donc quatre coupures qui rappellent celles de mon copain Franck Dafos. Voilà des dalles. Alors voilà, ça c'est typique, j'allais dire, de la confusion que Pierre Plantard et Gérard de Sède mettent pour les chercheurs, pour les gens qui s'intéressent à l'affaire. C'est une dalle mortuaire, ça c'est ce qu'on appelle hein, la dalle de Blanchefort, la dalle de la tombe de Madame de Blanchefort, donc qui, a priori, fait partie de l'affaire de la Bessonnière, hein, puisqu'elle est morte en 1780, donc c'était bien avant que la Bessonnière naisse d'ailleurs, mais on peut rapprocher ça de l'affaire de la Bessonnière, mais c'est quand même une création de Pierre Plantard, cette dalle de Blanchefort avec des choses qui rajoutent une araignée, bon, des choses comme ça, une phrase, hein, et in Arcadia, bon, plus ou moins égaux, ce que ça veut dire. Donc voilà, ça encore une fois, les parchemins, c'est également Noël Corbu dit que Béranger Saunière trouve des parchemins, mais il dit pas lesquels.
Il dit simplement que les parchemins, c'est grâce à ça qu'il peut trouver le trésor. Pierre Plantard et Gérard de Seine ne vont pas dire exactement la même chose. Ils vont dire qu'ils trouvent des parchemins. Pierre Plantard dira qui prouvent l'existence de la lignée mérovingienne. Alors ces parchemins, on en connaît deux. Hein, voilà, donc ça c'est le petit parchemin. Il y a le grand parchemin aussi. Et ces parchemins font partie de l'affaire de Rennes-le-Château. Donc le mystère de Rennes-le-Château, c'est très tardif, mais il est évident que on essaie de raccrocher ça à la Bessonnière, à l'affaire de la Bessonnière. Voilà. Et surtout, il y a eu, depuis l'arrivée de Gérard de Sède et de Pierre Plantard à Rennes-les-Bains, il y a eu ce livre, L'énigme sacrée, donc qui est plus tardif, hein, puisque l'or de Rennes, ça date de 67. L'énigme sacrée, c'est début des années 80. Bon, si c'est en Angleterre ou si c'est en France, hein, mais c'est début des années 80. L'énigme sacrée qui va redonner un coup de boost extraordinaire à cette affaire avec Begent, Leight et Lincoln qui vont écrire ce best-seller mondial. Hein. Alors, ils vont l'écrire sous la dictée quasi exclusive de Pierre Plantard. C'est Pierre Plantard qui a écrit ce livre. Alors, Pierre Plantard leur donne des informations, eux les recopient, ils donnent des informations les plus formidables qui soient les plus incongrues, et Begent, Leight et Lincoln les récompilent, mais ils vérifient quand même derrière et ils rajoutent toujours leur point de vue. Hein. C'est très anglais. Hein. Ils racontent l'histoire, ce que dit Pierre Plantard, mais derrière, ils vont vérifier et ils rajoutent eux-mêmes du mystère. Et c'est eux qui vont ramener dans l'affaire de Rennes, dans le mystère de Rennes-le-Château, cette affaire de Marie-Madeleine, épouse du Christ. Alors, c'est pas eux, c'est pas Rennes-le-Château qui est né cette légende, hein, puisque je crois que c'est la sœur de Michael Begent ou de Leight qui avait déjà écrit un livre là-dessus. Depuis longtemps d'ailleurs, on avait envisagé que Marie-Madeleine fût l'épouse du Christ, mais c'est à Rennes-le-Château qu'on va incarner cette affaire, puisqu'on va trouver des preuves. On va dire que la descendance de Marie-Madeleine et du Christ se marie avec la descendance mérovingienne. Enfin bref, une histoire abracadabrante, mais qui va encore une fois attirer d'abord les foules et les yeux et des livres vers la colline et vers ce mystère, et ça va participer à la constitution du mystère de Rennes-le-Château. Et après, plus encore que l'énigme de Rennes, le Da Vinci Code, qui lui est un roman. Alors c'est un roman qui n'apporte pas trop, qui raconte une histoire, c'est tout, qui raconte une histoire qui est évidemment tirée de l'énigme sacrée et de tous les travaux qui avaient été faits par les chercheurs avant, mais c'est un roman qui raconte une histoire. Alors c'est évidemment l'histoire des descendants de Jésus-Christ et des Mérovingiens, hein, et voilà, bon, tout le monde connaît le livre ou a vu le film. Bon, c'est pas très très intéressant hein, quand on connaît l'histoire de Rennes-le-Château. C'est-à-dire qu'il y a des histoires à Rennes-le-Château qui sont beaucoup plus intéressantes que celle qui a été racontée là dans le Da Vinci Code. Mais le Da Vinci Code va encore attirer des gens, des télévisions, du cinéma, des étrangers, des Japonais, des Chinois, des Australiens, enfin des Américains qui vont venir à Rennes-le-Château et qui tous vont rajouter des éléments et des couches au mystère qui existe déjà pour arriver à ce mystère incroyable. Moi, je dis toujours, Rennes-le-Château, c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi parce que Rennes-le-Château, ça vit tout seul. Ça vit tout seul. L'égrégore de Rennes-le-Château est extraordinaire. L'affaire, le mystère ont une vie et des choix propres. Elle évolue sans qu'on intervienne. C'est pour ça que c'est très difficile à saisir. C'est pour ça que c'est très, très difficile à essayer de faire rentrer notre théorie dans tout ce mystère qui s'étale sur donc Da Vinci Code début des 2000, et on va dire les premiers journaux, ils datent de 1955. Donc c'est quand même, c'est 55 ans, une bonne cinquantaine d'années, j'allais dire, où on a rajouté des couches de mystère, chacun y allant de sa découverte, de sa trouvaille ou de ses déductions. Voilà pourquoi c'est important de bien faire la part des choses entre l'affaire de la Bessonnière et le mystère de Rennes-le-Château. Ce sont deux choses totalement différentes. Totalement différentes. Et à partir du moment où on fait ça, on peut commencer à travailler et à essayer de trouver une solution ou à essayer de s'intéresser à l'affaire. On n'est pas forcément, je m'intéresse depuis très très longtemps à l'affaire de Rennes-le-Château. J'ai vite compris que je n'allais pas trouver la solution, donc je me suis intéressé à des choses beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus différentes. Hein, je m'intéresse notamment à comment l'histoire a été racontée.
hein, à l'histoire de l'histoire, j'allais dire. C'est pour ça que je connais bien les journaux, les textes qui ont été écrits à telle époque et qui racontaient l'histoire telle qu'elle était. Mais ceux qui veulent s'intéresser et qui veulent chercher, qui veulent trouver des solutions, il faut d'abord qu'ils fassent la part des choses, qui séparent les deux boîtes de puzzle. C'est-à-dire, c'est avant d'essayer de faire le puzzle, il faut d'abord prendre les pièces et les remettre chacune dans la boîte. Voilà. Donc, à l'origine de l'affaire de Rennes-le-Château, c'est un livre que j'ai écrit qui parle de ça, hein, qui parle bien de cette séparation entre l'affaire de la Bessonnière et le... Ça parle pas que de ça, hein, ça parle des textes fondateurs, hein, les premiers textes sur lesquels se sont appuyés les gens qui ont écrit le mystère de Rennes-le-Château. Donc voilà, donc je mettrai comment dirais dans les commentaires comment, si ça vous intéresse, de vous procurer le livre. Hein. Donc voilà. Donc c'est terminé. Hein. Il ne faut pas que ça soit trop long. Je ferai un autre tuto. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires YouTube. Si vous voulez que je fasse des tutos particuliers sur ça, il y a ça d'où ça vient. Alors les tutos, je peux déjà vous les annoncer. On va parler du rapport Cros, on va parler de la tombe de Blanchefort, on va parler du tableau de Nicolas Poussin, on va parler du dossier Cros, on va parler de pas mal de choses. Il y a des, comment dirais-je, il y a des, j'ai déjà préparé hein, des plans où je vais parler de ça. Mais si vous, il y a quelque chose qui vous intéresse, je sais pas, vous voulez parler du milieu ésotériste, alors eh bien, j'en parlerai dans le cadre de l'affaire de Rennes-le-Château. Alors, je ne parlerai pas d'une manière générale, le milieu ésotériste parisien, puisqu'on affirme que Béranger Saunière a été à Paris et qu'il a rencontré des occultistes, des ésotéristes, l'abbé Auffay, voilà, si vous voulez que je parle des petits parchemins, du grand parchemin, ou de pas mal de choses, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires et je le ferai. Alors, les tutos de Rennes-le-Château, le prochain tuto, donc le tuto numéro 2, eh ben, ce sera un portail. C'est-à-dire qu'il existe entre l'affaire de la Bessonnière et le mystère de Rennes-le-Château, il existe un portail. C'est-à-dire ces deux univers différents, je vous l'ai dit, hein, ce sont deux univers différents, et pour passer de l'un à l'autre, il y a un portail. Ce portail, c'est la phrase Bergère. Bergère, pas de tentation que Poussin-Ténier garde la clé. Pax 681, par la croix et ce cheval de Dieu, j'achève ce démon de gardien à midi, pomme bleue. Pomme bleue, c'est bientôt, hein, c'est le 17 janvier. Mais ça, c'est le portail de Rennes-le-Château. C'est c'est le Windows. Vous savez, le Windows, c'est une fenêtre. Le Windows, c'est ce que vous voyez. D'un côté, il y a la machinerie, d'un côté, il y a toute l'informatique qui réfléchit. Et pour que vous puissiez voir ce qui se passe de l'autre côté, on a inventé Windows. C'est un portail, c'est-à-dire fenêtre. Le nom est bien choisi. Et nous, on va parler du portail, puisque l'univers, dans le multivers, ben, un portail qui permet de passer d'un univers à un autre. Et on parlera donc de la phrase Bergère, d'où vient-elle, à quoi elle sert, comment elle a été faite, à quelle date on l'a connue, parce qu'on a connu la phrase Bergère avant même de savoir comment on pouvait l'obtenir. Hein, le premier texte qui parle de la phrase Bergère, il ne dit même pas comment on peut l'obtenir. Il dit c'est la solution du code, mais on ne connaît pas le code. Donc voilà. Donc, eh bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter de bonnes fêtes, puisque bon, bah là, on est au mois de décembre. Je pense que je vais mettre la vidéo en ligne avant la fin de l'année. Et si jamais vous regardez ça beaucoup plus tard, comme je vois les vidéos des fois 2-3 ans après, eh ben, sachez en 2025, pardon, j'ai souhaité de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année aux gens qui ont regardé ce tuto. Voilà, je vous souhaite les meilleurs vœux et je vous dis à très bientôt.